Donc bonjour à toutes et à tous, je vais vous présenter les résultats de l'étude que j'ai menée dans le gouvernorat de Beira, dans le delta du Nil en Égypte, qui concerne la place de l'élevage de petits ruminants au sein des systèmes de production et le potentiel de développement d'une filière laitière caprine. Donc cette étude, elle a été faite à travers la réalisation d'un diagnostic agraire autour de 2 villages de ce gouvernorat. Elle a pris place dans le cadre d'un stage de fin d'études sous la direction de Christian Barranger et Marie-Jeanne Valloni, avec pour maître de stage Tristan Lecotier et Véronique Allary, avec notamment comme grande structure partenaire Ceyland. Donc pour vous présenter les principaux résultats, je vais d'abord vous présenter le contexte et puis la zone d'étude. Ensuite, je vais faire un petit détour par la problématique et la méthodologie. Puis, on va se concentrer sur les systèmes de production actuels dans la zone, et notamment leur potentiel et leur intérêt à aller vers une diversification avec des chèvres laitières. Et enfin, on va finir par explorer le potentiel de diversification pour notamment des petites exploitations. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que cette étude, elle a été menée dans le gouvernorat de Beira, donc comme on peut voir en rouge ici, à l'ouest du delta du Nil, dans une zone de 8 km sur 11 km en moyenne, autour du village de Hamara et de Sabaïn. Donc il se situe proche de la grande route qui relie Alexandrie au Caire. Ces deux villages sont dans les anciennes terres du delta du Nil, comme on peut le voir ici, car dans le gouvernorat de Beira, il y a aussi les nouvelles terres qui ont été plus récemment bonifiées, et puis les terres désertiques où là on va plutôt trouver des populations bédouines qui pratiquent de l'élevage pastoral extensif avec des petits ruminants. Donc dans cette zone de travail, l'irrigation est faite par des canaux tertiaires et quaternaires qui sont dérivés donc ici du canal principal d'Abu Djeb, donc qui est constitué d'eau du Nil. En plus, il y a aussi beaucoup de fourrage pour prendre le relais des canaux d'irrigation via l'eau du Nil, et on va le voir que ces fourrages sont beaucoup plus importants en aval des canaux d'irrigation du Nil. Donc le climat dans la zone, il est semi-aride avec des pluies concentrées entre octobre et mars, et le développement d'un réseau dense de canaux et de barrages a permis la mise en culture des terres de manière permanente. Mais l'extension des périmètres irrigués par le Nil, comme les nouvelles terres, le développement de cultures estivales qui sont très consommatrices en eau, et aussi le réchauffement climatique ont entraîné une augmentation des prélèvements d'eau en amont du delta, donc ici, et une diminution du débit d'eau qui arrive jusqu'à l'aval du delta. En plus, les sédiments, donc les sables et les limons, qui sont normalement charriés par l'eau du Nil, sont bloqués en amont par de multiples barrages. Et donc, on voit la fertilité des sols et le caractère sablo-limoneux diminuer en aval, et un affaissement des terres aussi, donc comme on le voit ici, avec l'érosion des côtes. Donc, on a une légère pente du sud vers le nord du delta. Et au-delà de cette différenciation globale entre le sud et le nord du delta, on a aussi une différenciation plus locale au niveau pédologique, avec des sols plus riches en sable et en limon. Donc, je reviens sur la diapo précédente, à Hamara, donc plus riche en sable, en limon, plus épais, plus fertile et plus drainant. Et au contraire, des sols plus argileux, moins épais, moins fertiles et moins drainants à Sabaïn. Alors pourquoi ? Parce que d'abord, jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, l'irrigation se faisait via les crues du Nil et de ses affluents. Donc l'hypothèse, c'est qu'en période de crue, l'affluent qui correspond aujourd'hui au canal d'Abu Djeb débordait, et les terres les plus proches, notamment celles de Hamara, recevaient toujours de l'eau et en plus grande quantité. Donc ici. Donc c'est pour ça qu'on voit notamment une légère pente entre le canal d'Abu Djeb et Sabaïn. En plus, on a une différenciation hydrologique avec aujourd'hui Sabaïn qui est en aval des canaux et qui reçoit moins d'eau que les terres en amont. Donc on a un développement important des forages dans toute cette zone, et particulièrement à Sabaïn, où 80% de l'irrigation en moyenne se fait par forage, contre 20% par l'eau du Nil. Et aujourd'hui, cette zone reçoit donc toujours moins de sable et de limon qu'à Ramallah. Donc là, on a une vue globale
sur une partie de la zone d'étude, on voit que quand même, le delta, c'est une zone très peuplée, avec des villages qui sont en fait des villes au loin, et un morcellement. Donc on voit du foncier assez important, avec des parcelles très petites, et aussi très peu, voire pas d'espace disponible à mettre mettre en culture, que l'espace qui est déjà mis en culture. Ici à gauche, on voit un forage, donc ici avec une pompe qui relargue l'eau dans les canaux d'irrigation. Donc ça, c'est à côté de Sabaïn, en aval des canaux d'irrigation du Nil. Ici, on voit un canal d'irrigation tertiaire avec l'eau du Nil qui est très bas en saison estivale, avec une marque de l'eau qui est quand même plus élevée en saison hivernale. Et ici, un canal d'irrigation quaternaire à droite, avec une pompe qui vient pomper dans le canal. Mais on voit aussi le développement important de jacinthes d'eau et des canaux qui sont très peu nettoyés, avec du coup qui renforce le problème de manque d'eau arrivant en aval des canaux. Donc, je vais pas revenir sur toute l'histoire de la zone, mais ici, donc, vous pouvez avoir un rapide aperçu. Ce qui est important de retenir, c'est que la distribution du foncier et l'évolution de l'irrigation ont beaucoup influencé les systèmes de culture et les systèmes d'élevage. En termes de foncier, donc jusqu'en 1952, les terres sont principalement aux mains de grands propriétaires qui exploitent ou louent la terre à d'autres agriculteurs. Et à l'indépendance en 1922, on a 11 000 grands propriétaires qui détiennent 66% des terres. Puis Nasser arrive au pouvoir en 1952 et fait une grande réforme agraire qui limite la propriété à 50 fédans. Et donc qui redistribue des lots de 2 à 5 fédans aux anciens locataires ou métayers. Depuis, on assiste à un morcellement du foncier, donc au fur et à mesure des héritages, et à une augmentation de la pluriactivité, les tailles des exploitations agricoles devenant insuffisantes. Ensuite, le passage d'une irrigation par bassin au XVIIIe siècle à une irrigation permanente aujourd'hui, qui a été permise par la construction notamment du haut barrage d'Assouan et de canaux et de drains, ont permis de passer d'une culture par an à 2-3 cultures par an aujourd'hui. Et enfin, l'élevage de gros ruminants laitiers s'est développé avec l'importation de vaches Holstein à la fin du XXe siècle et le développement de l'industrie laitière. Les troupeaux de petits ruminants des agro-éleveurs, eux, ont vu leur nombre diminuer, alors que les petits ruminants sédentaires, ils semblent plutôt se maintenir ces dernières années, même s'il y a un certain manque de chiffres officiels sur ces effectifs. Donc, un petit focus rapide sur le morcellement et les différentes situations qui existent. Donc là, par exemple, on a le père qui a un fédant et le père décède, alors on va avoir différentes situations possibles. Soit les frères décident de diviser l'héritage entre eux, et dans ce cas-là, chaque frère peut prendre des décisions différentes. Il peut y avoir par exemple des frères qui décident de garder la terre, de la cultiver et de louer une autre terre en complément de cette terre qui est souvent insuffisante pour subvenir à leurs besoins. Soit ils vendent de leur terre, la surface étant trop faible, soit ils louent la terre héritée à d'autres agriculteurs et eux font une autre activité extra-agricole. D'autres personnes décident de garder la terre en commun, donc les frères travaillent ensemble. Souvent, ça va être un ou deux frères selon la surface qui va s'occuper des activités agricoles, alors que les autres vont plutôt faire des activités extra-agricoles. Les femmes, elles, vont aussi apporter une main-d'œuvre importante pour s'occuper notamment de la transformation des produits laitiers et du travail aussi dans les champs. D'autres personnes qui en ont les moyens financiers, souvent de l'argent qui vient de l'extérieur, soit de personnes migrantes dans d'autres pays, soit d'activités extra-agricoles, vont agrandir la terre, le foncier hérité et vont acheter des terres en complément. Donc aujourd'hui, on a plusieurs statuts fonciers qui coexistent avec le métayage. La personne qui cultive la terre fournit tous les moyens de production et le propriétaire peut aider en cas de difficulté financière du métayer. Et le plus souvent, le métayer récupère 50% de la récolte ou du profit. Ce système de métayage, il existe également sur les animaux. Ensuite, on a la location.
puis la propriété privée qui est issue de la réforme agraire de 1952. Donc les terres sont toujours reliées à l'organisation de la réforme agraire, qui est nommée ISLA par les agriculteurs, et cette dernière récupère la taxe foncière et est chargée de la distribution des intrants aux propriétaires. Enfin, la propriété privée, dont les propriétaires dépendent des coopératives villageoises qui leur distribuent les intrants. Donc il y en a notamment un peu plus de 2 dans la zone d'étude. Donc aujourd'hui, plusieurs systèmes de production cohabitent au sein des anciennes terres du delta, et avec comme facteur principal la différenciation d'accès au foncier. Donc, dans ce contexte de pression foncière importante et de diminution de la fertilité des sols, la question de la place de l'élevage des petits ruminants au sein des systèmes de production et de son intérêt pour répondre à ces enjeux s'est posée. On est dans un contexte de consommation croissante de produits laitiers, mais à base de lait de gros ruminants. Alors, on s'est demandé s'il y avait un potentiel de développement d'une filière caprine. Donc ce potentiel, il passe par le potentiel de production de lait de chèvre et par le potentiel de valorisation et de commercialisation. C'est pourquoi, pour y répondre, on a réalisé une analyse diagnostique des systèmes de production actuels, notamment d'après la méthode décrite par Ferraton et Touzard en 2009. Donc ça s'est basé sur des observations de paysages, de sols, etc., 33 entretiens semi-directifs et 2 focus group. Ensuite, on a étudié l'aval de la filière laitière bovine, caprine et de la filière viande caprine. Pour la filière laitière caprine, ça a surtout été une étude exploratoire, dans la mesure où aujourd'hui c'est quand même un marché de niche. Et enfin, on a réalisé une simulation technico-économique de la diversification vers un élevage de chèvres laitières. Donc, l'histoire de la distribution du foncier, elle est à l'origine d'une différenciation des fermes entre elles. On va de familles sans terre à des moyennes exploitations qui ont 5 fédans en passant par des micros et des petites exploitations. Et selon les systèmes, la pluriactivité, elle est plus ou moins intense. Cette différence d'accès au foncier, elle influe sur les systèmes de culture et sur les systèmes d'élevage pratiqués. Ces différents types, ils ont une capacité, une volonté et un intérêt plus ou moins important à aller vers la diversification de chèvres laitières. Donc tout d'abord, les familles sans terre. Donc il y a certaines familles sans terre qui ont quand même une activité agricole, particulièrement d'élevage, en complément d'une pension de retraite ou d'un autre emploi. Donc l'activité, elle se base sur l'élevage de petits ruminants sédentaires pour la production de viande, 1 ou 2 chèvres de race Baladi, qui est la race locale, et ou 1 ou 2 brebis de race Rahmani. Donc ils cultivent du bersim en hiver sur des terres qui sont louées et du darawa en été sur des terres prêtées ou sur des bordures de parcelles. Et tous les autres aliments sont achetés ou des coproduits sont issus c'est des coproduits de l'autoconsommation humaine familiale, comme le son et le pain. On va faire un focus sur cet élevage de petits ruminants. Donc comme on peut le voir ici, les animaux ils sont attachés ou parqués à la maison et certaines familles vont les faire pâturer en fin de journée dans et autour du village, quand ils ont des brebis et des chèvres. La ration fourragère hivernale, c'est du bersim, de la paille de blé et d'haricots. Et celle estivale, elle est constituée du darawa, jusqu'en octobre en moyenne, de paille de blé et d'haricots. Et de foin de bersim quand il y en a suffisamment et de mauvaises herbes. Toute l'année, cela est complété par un mélange concentré de son, de maïs grain ou de pain et de blé, selon les moyens financiers. Il n'y a pas de mâle reproducteur, donc la reproduction se fait via les mâles des grands éleveurs agropastoraux. Donc les femelles sont amenées là-bas pendant quelques jours ou quelques semaines. Le sevrage, il est à 4 mois et les animaux sont taris directement après pour enchaîner sur un nouveau cycle de reproduction. Donc il n'y a pas de valorisation du lait, à part lorsque la chèvre est tarie où on peut récupérer le lait pour l'autoconsommation familiale. Les agneaux sont en moyenne engraissés pendant 4 mois et sont vendus à 1 an, mais ça varie selon la trésorerie et les besoins financiers. Selon ça, on va vendre plus ou moins jeune ou engraisser plus ou moins longtemps, mais la période de vente principale, c'est l'Aïd. Donc les familles adaptent leur nombre d'animaux à leur capacité financière à les nourrir
et à la disponibilité fourragère sur la ferme. Donc ici, on voit un graphique du revenu par actif familial en fonction de la surface par actif familial. Et pour rappel, le revenu par actif, c'est la rémunération de la force de travail familiale qui a été investie dans le système de production. Donc c'est la valeur ajoutée nette, moins le salaire des ouvriers, moins la taxe, moins la rente foncière, plus les subventions. Ici, on voit que ce revenu par actif est très faible. Les petits ruminants, c'est une source d'argent complémentaire par la vente des agneaux et des chevreaux. Ça apporte une flexibilité sur la capitalisation et décapitalisation. Mais le difficile accès à la terre et au capital pour ces familles limite leur capacité à diversifier leurs activités et à augmenter leur nombre d'animaux au-delà de 2-3 têtes. Le revenu tiré de l'activité d'élevage, il est très souvent pas investi dans l'agrandissement du troupeau. Donc les familles ont besoin de financement pour acheter des chèvres d'une autre race plus productive en lait, si elles vont vers un projet de diversification. Et en plus, souvent, il y a un manque d'espace à la maison et le mari, souvent, a un travail à temps plein à côté, ce qui peut entraîner un manque de temps pour développer l'élevage et cultiver des fourrages. Les micro-exploitations diversifiées, elles, vont avoir des terres en propriété, donc 6 à 12 kira en moyenne, et elles peuvent louer en complément 6 à 12 kira en fonction de leur capacité financière. Les activités sont diversifiées, donc autour de systèmes de culture à base des céréales principales et des fourrages, qui sont quasiment tous autoconsommés pour nourrir une vache laitière de race croisée Holstein et Baladi et un petit ruminant. C'est principalement du maïs et du bersim qui sont cultivés, donc pour pouvoir nourrir les animaux. Et le lait de vache, il est d'abord autoconsommé, puis les surplus sont vendus à un collecteur quotidiennement, comme on va le voir par la suite. La priorité pour ces familles, c'est vraiment de garder une vache laitière qui participe à 63% de la richesse totale produite, parce que de 1, c'est une sécurité alimentaire, et en plus, ça apporte un revenu régulier grâce à la production laitière et c'est un capital sur pied. Et ça apporte aussi un revenu ponctuel par la vente des veaux. L'élevage d'une chèvre ou d'une brebis, lui, est complémentaire. Ça participe quand même à 12% de la VAB. Ça apporte une plus grande flexibilité en termes de capitalisation et décapitalisation. En plus, ça demande quand même assez peu d'aliments. Et ces animaux peuvent être autoconsommés. Donc pour faire fonctionner ce système, il y a en moyenne un actif familial. Donc c'est l'homme souvent qui est à mi-temps et qui a un autre travail extra-agricole, et la femme aussi qui est à mi-temps sur les activités d'élevage. En effet, le revenu par actif est à la limite du coût d'opportunité du travail, qui est de 36 000 livres égyptiennes par an au minimum pour un ouvrier agricole permanent. Donc ces exploitations, elles sont quand même très sensibles à des variations du prix du loyer ou des intrants. Donc s'il y a un divorce ou le décès du mari, où les terres sont vendues suite à un héritage, ces familles peuvent glisser vers des familles sans terre, et donc il pourrait être intéressant pour ces familles de diversifier leur activité pour augmenter leurs revenus, particulièrement dans le cas où le mari est ouvrier agricole journalier par ailleurs, donc il a du temps, mais souvent la surface à laquelle ils ont accès est très limitée, et donc il n'y a quasiment pas de surplus de fourrage ou des céréales pour pouvoir nourrir d'autres animaux. Ensuite, on passe directement aux moyennes exploitations orientées vers les cultures de rente et les gros ruminants. Donc ces moyennes exploitations, elles ont en propriété en moyenne 5 fédans. Donc il y a un actif familial qui va s'occuper des cultures à temps plein, et puis un actif, souvent la femme, qui elle s'occupe de l'élevage, plutôt à mi-temps. Et sur les pics de travail, ils peuvent employer des ouvriers journaliers. Donc ces familles ont plusieurs parcelles. Elles ont des rotations à base de cultures fourragères et céréalières qui permettent de nourrir plusieurs gros ruminants laitiers, des vaches et des bufflonnes, et de nourrir la famille. Et aussi à base de cultures estivales de rente, comme par exemple le piment, le sésame ou les choux, ou encore les haricots, avec des années à 3 cultures. Alors que le lait de vache, lui, il est vendu au collecteur. Le lait de bufflonne, qui est plus gras, il est en général transformé en caliche, en graisse, et consommé par la famille.
et ou vendus. La transformation du lait de bufflone, elle permet de quadrupler la richesse produite. Donc ces familles, grâce à la surface par actif la plus élevée et des cultures de rente à forte valeur ajoutée, elles ont un revenu par actif le plus élevé de tous. Ils ont donc exprimé un faible intérêt à diversifier leur activité avec un élevage de chèvres laitières. Ensuite, on retrouve le type décrit précédemment, avec la même surface, mais avec un élevage agropastoral de petits ruminants, avec une grande majorité de brebis dans le troupeau. Donc, on se concentre sur ces élevages agropastoraux, c'est les mêmes races que les systèmes que j'ai décrits précédemment. L'alimentation, elle est en grande partie basée sur le pâturage de résidus de culture après les récoltes, donc comme on peut le voir ici avec les résidus d'haricots, et aussi de bersim frais en hiver et de maïs entier en été qui est cultivé ou acheté, selon la surface disponible. La reproduction se fait via les mâles du troupeau et ce sont des élevages qui sont pour la production de viande. Il n'y a pas de production laitière. L'objectif, c'est de remettre les femelles à la reproduction après le sevrage. Donc en moyenne 50% qui mettent bas à peu près 2 fois par an, chiffre qui est quand même un peu surestimé. Donc les éleveurs tarissent le plus tôt possible. Le nombre d'agneaux et de chevreaux engraissés jusqu'à 1 an en moyenne. Donc ça, c'est en fonction des capacités financières de la famille et ça peut varier en fonction des années. Donc cet élevage, c'est la source d'argent principale de la famille, qui participe à 50% de la VAB et c'est un capital sur pied pour investir par exemple dans l'achat de terres ou dans d'autres projets. Et cet ajout de petits ruminants demande un actif et demi en plus. Donc 3 actifs familiaux au total travaillent sur les activités agricoles. Le plus souvent, ce sont des familles qui sont encore unies et chaque frère a un rôle dans l'exploitation familiale. Donc ces fermes, elles font vivre plus d'actifs familiaux tout en maintenant un revenu de 140 000 livres par an par actif. Mais ce système ne peut subsister que si les éleveurs continuent à trouver des parcelles de bersim et des résidus de culture à pâturer à un prix accessible ou gratuitement, sachant qu'aujourd'hui ça devient de plus en plus compliqué pour les éleveurs. Les chèvres, elles sont maintenues dans le troupeau, en particulier pour la consommation familiale et pour leur rôle de nourrice auprès des agneaux. Ces éleveurs, ils favorisent vraiment l'élevage de brebis, qu'ils disent moins difficile à gérer et apportant un meilleur produit brut. Donc, ils sont plus intéressés par une augmentation du nombre de brebis plutôt qu'une diversification vers un projet de chèvre laitière. D'autant plus que les conditions d'élevage rendraient difficile la traite et donc cette production laitière. Enfin, les petites exploitations, on revient sur ces petites exploitations qui nous intéressent particulièrement. Le foncier, ça correspond à un fédin en propriété en moyenne, complété avec la location d'autres terres en fonction de leur capacité financière et du nombre d'animaux à nourrir. Elles allient souvent plusieurs systèmes d'élevage, par une surface de culture plus conséquente que les micro-exploitations. Donc elles allient une bufflonne, des vaches laitières et quelques brebis ou chèvres sédentaires. Les cultures, c'est majoritairement des cultures fourragères pour pouvoir nourrir ces animaux et nourrir la famille. Selon la surface cultivée, une culture de rente qui demande peu d'investissement, par exemple comme le sésame, peut être cultivée. Donc sur cette exploitation agricole, souvent c'est 1,5 actifs familiaux qui y travaillent, mais avec une possibilité de travail journalier agricole en complément, notamment sur les mois les moins chargés en travail de novembre à avril. Et la production laitière de la bufflonne, elle est transformée en produit laitier et autoconsommé et vendu. Le lait de vache, lui, il est collecté. Donc, avec les cultures, ces élevages de gros ruminants tiennent un rôle central dans la ferme. Les chèvres et les brebis, eux, ont un rôle complémentaire, toujours via la flexibilité financière qu'elles apportent, mais en participant à 8% de la VAB contre 48% pour les gros ruminants laitiers. Elles jouent aussi un rôle social et alimentaire assez important. En plus, les chèvres peuvent manger les refus des vaches et donc valoriser des aliments qui pourraient ne pas être valorisés autrement.
2 fédans par actif, ça suffit pour dégager un revenu qui est presque le double de celui, d'un ouvrier agricole permanent. Mais comme les autres exploitations, elles sont soumises au risque, de l'héritage et du morcellement du foncier. En cas de morcellement, donc elles risquent de glisser, vers des micro-exploitations et les actifs familiaux pourraient devenir pluriactifs. L'élevage de petits ruminants, il est souvent présent dans ces systèmes, mais il participe assez faiblement à la création de richesses par rapport aux autres activités. Donc aller vers l'élevage de chèvres mixtes avec la valorisation du lait pourrait permettre d'augmenter cette valeur ajoutée brute produite par les petits ruminants. La surface, elle est plus élevée que celle des micro-exploitations, donc elle permettrait de maintenir l'élevage de gros ruminants tout en développant l'activité de chèvre laitière. Le temps de travail, c'est pas vraiment un frein, car cette diversification, notamment via la traite, ajouterait seulement 10 jours de travail par an. Par ailleurs, comme ils ont déjà des vaches, souvent ils ont un espace quand même suffisant à la maison, notamment au rez-de-chaussée où il y a un espace dédié à l'élevage. Et les limites résident plutôt dans le capital disponible pour acheter des chèvres et des aliments concentrés, et les personnes peuvent aussi manquer de certaines compétences. Finalement, ce type d'exploitation semble les plus enclines à se tourner vers ce type de diversification. C'est pourquoi on a décidé de faire une simulation économique avec cette exploitation. Donc tout d'abord, s'il y a une production de lait de chèvre, comment il pourrait être commercialisé? Une étude de l'organisation de la collecte, transformation et commercialisation du lait de vache et de bufflonne a été effectuée. En termes de collecte, le circuit de collecte du lait de gros ruminants, il est déjà bien développé à travers des petits et grands collecteurs qui vont collecter chaque jour avec des tricycles ou des camions dans les familles le lait d'une à quelques vaches. Et ces collecteurs, ils pourraient donc en même temps collecter le lait de chèvre. Donc ça serait possible de se baser sur les collecteurs existants. La transformation, celle du gros ruminant, elle se fait soit via des usines de transformation modernes ou traditionnelles, soit par les producteurs eux-mêmes. On a exploré le potentiel de transformation du lait de chèvre via ces différentes options et via la création d'un atelier de transformation coopératif. Et l'option qui semblait la plus accessible, c'est celle d'une usine moderne et de taille moyenne qui existe déjà, par exemple comme l'usine Caribi, qui est présente dans la zone et qu'on a pu enquêter. Donc pourquoi? Parce que c'est une usine d'abord qui est dynamique, qui cherche à diversifier sa gamme de produits, qui a déjà du matériel et des moyens de production en place, par exemple comme une machine pour faire du yaourt, ce qui pourrait nous intéresser, et qui vise déjà des consommateurs de la classe moyenne et aisée en commercialisation via des supermarchés, en commercialisant par exemple via des supermarchés comme Métro, Carrefour et des restaurants et des commerces. Or, l'étude de consommateurs et donc du marché des produits laitiers qu'après que nous avons fait, elle a mis en lumière que la commercialisation, elle se limite à un marché de niche. Seulement 14% des personnes enquêtées souhaiteraient consommer davantage de ces produits et seulement 20% du fromage de chèvre supérieur à 350 livres le kilo. Et seulement quelques produits laitiers ont été identifiés sur le marché. Donc travailler avec une petite quantité de lait, en plus, ne semble pas une limite. Pour ce qui est du type de produit, nous sommes partis sur la production donc de... Excusez-moi. Donc nous sommes partis sur la production de yaourts dont le rendement quantité de lait, quantité de produits bruts est de 50%, ce qui permet de bien valoriser des petites quantités de lait. Et dans un second temps, s'il y a un développement de la production, une diversification de la gamme de produits avec la fabrication de fromage frais à base de lait de vache et de lait de chèvre pourrait se faire. Au vu du marché actuel et de la capacité des personnes à acheter des produits à un prix élevé dans le cadre de l'inflation, l'hypothèse de prix de vente du yaourt à 100-150 livres le kilo en moyenne a été faite, ce qui fait un prix du lait de 43 à 71 livres le kilo acheté aux producteurs en enlevant les marges des différents intermédiaires, donc que ça soit les collecteurs,
le transformateur et les commercialisateurs, et les coûts de production et de transport. Donc là, on peut voir, pour illustrer ça, des produits laitiers. Donc là, c'est que des produits laitiers à base de lait de vache. Donc en haut à gauche, qui sont vendus à Alexandrie via une agricultrice qui vend aussi des salades. Donc elles vendent du karish, de la graisse, du beurre. En bas à gauche, on peut voir la fabrication du fromage karish à la maison par une agricultrice. À droite, on peut voir certains produits laitiers vendus par l'usine Caribi. Donc des produits laitiers fabriqués de manière, on va dire, semi-industrielle. Donc du karish, du domiati, du fromage enrichi en graisse, du fromage fondu. Et donc, une simulation de l'ajout du remplacement des 2 chèvres et d'une brebis par 5 chèvres Zaraibi a été effectuée pour une petite exploitation et pour un prix de vente du lait de 43 ou 71 livres le kilo. On a choisi la race Zaraibi parce que c'est une race qui est locale et qui est bien adaptée et dont la productivité laitière est la plus élevée de toutes les races locales. Donc l'alimentation, pour savoir quelle alimentation il serait possible de donner à ce type de chèvre, on s'est basé sur l'étude de Hélène et Teleb de 2016. Donc ils donnent du beurre-cible toute l'année pour maintenir la production laitière, du beurre-cible frais en hiver et en foin en été, complété par de la paille de riz, et un mélange concentré à base de son de blé, de maïs broyé et de tourteaux de coton, qui sont des aliments qui sont disponibles localement, avec notamment l'Égypte qui produit du coton et donc des coproduits qui sont les tourteaux de coton qui sont disponibles. Comme il y a un besoin de beurre-cible toute l'année et qu'il y a plus d'animaux, alors 8 kirates de beurre-cible en plus, donc 8 kirates de beurre-cible en plus devraient être cultivés au détriment du blé, qui est tout de même essentiel pour la sécurité alimentaire. Donc là, on parle de la sécurité alimentaire à l'échelle nationale, car c'est un questionnement quand même à se poser, même si on est plutôt sur une échelle locale dans le cadre de cette étude. Le premier cas qui a été simulé, c'est une reproduction via un bouc partagé entre 3 éleveurs, en moyenne du village. Donc la reproduction pourrait se faire pendant que la chèvre elle est encore en lactation, 4 mois après la mise bas. Donc le cycle de production, il serait de 300 jours. Le sevrage pourrait se faire à 4 mois et la lactation durerait 7 mois. Donc les 4 premiers mois, il y aurait un prélèvement progressif du lait, puis au bout du 3e mois, donc les 4 premiers mois, un prélèvement progressif du lait, puis pendant 3 mois, on pourrait prendre tout le lait. Au total, ça a fait 134 livres de lait prélevés par tête par an. La deuxième option, c'est qu'on continue la reproduction via le bouc d'un agro-éleveur qui pourrait acquérir un bouc Zaraibi. Il y en a certains qui ont déjà ce type de bouc. Mais la reproduction pourrait donc se faire qu'à la fin de la lactation et le cycle de production serait donc plus long, de 364 jours. Donc il y aurait moins de chevreaux et moins de lait par an et la chèvre serait en plus tarie pendant 5 mois, ce qui peut poser problème dans le cadre d'une transformation en aval. Ici, on compare le revenu par actif pour une petite exploitation, donc sans élevage de chèvres Zaraibi et avec l'élevage de chèvres Zaraibi. Donc le type de reproduction et le prix de vente du lait influent sur ce revenu. L'augmentation du revenu varie entre 28%, donc pour un prix de 43 livres le kilo, et une reproduction chez un berger, et de 54% pour un prix de 71 livres le kilo et une reproduction via un bouc partagé entre éleveurs. Donc finalement, pour conclure, cette diversification pour ce type d'exploitation agricole, elle semble être intéressante pour augmenter le revenu par actif, tout en maintenant le surface par actif dans le contexte de forte pression foncière dans la zone. Mais actuellement, la forte inflation entraîne un besoin de soutien financier pour l'achat de nouvelles races de chèvres
et une partie des aliments concentrés. Il est aussi nécessaire de pouvoir réaliser des stocks de foin de Bersim conséquents, donc ce qui représente par exemple 1,2 tonnes pour 5 chèvres. Donc cela pourrait se faire collectivement dans un espace de stockage s'il n'y a pas suffisamment d'espace à la maison. Une meilleure valorisation des résidus de culture, par exemple de pommes de terre, de patates douces, de choux, pourrait être explorée. Ensuite, la mortalité assez importante des petits ruminants, qui peut aller jusqu'à 25% pour certaines familles, nécessite un travail sur l'accès aux soins et aussi de la formation pour faire la traite dans de bonnes conditions sanitaires au vu de la vente du lait. Dans le cadre d'une reproduction via un bouc partagé entre éleveurs, il est intéressant de travailler sur l'organisation pour ce partage du bouc. Un appui aux éleveurs pour le développement de la vente directe de viande de chèvre, dont je ne parle pas vraiment dans cette présentation, mais viande de chèvre qui est vendue en général à des commerçants, pour être intéressante pour augmenter la valeur ajoutée produite via cette viande de chèvre, notamment en vendant par exemple dans des grandes villes comme Alexandrie et Le Caire. Ensuite, améliorer la distribution de l'eau du Nil et l'entretien des canaux est assez important, mais aussi l'accès au crédit et la diversification des activités des coopératives qui aujourd'hui sont limitées à la distribution des intrants. Donc ces deux points à la fois sur les contextes hydriques et l'autre sur le contexte économique sont des points essentiels pour permettre le développement d'autres projets sur d'autres axes comme cet élevage de chèvres. Donc avoir un contexte favorable à ce développement est vraiment important. Pour la suite, ce qui serait intéressant pour compléter cette étude et mener à bien un projet dans la zone serait une étude de marché complémentaire pour un peu plus clarifier le prix de vente auquel le lait de chèvre pourrait être vendu et dans quel circuit de commercialisation. Il pourrait être intéressant de préciser les freins et les leviers pour le développement d'un atelier de transformation coopérative. Freins et leviers qui ont commencé à être étudiés, mais une étude complémentaire serait intéressante. Et finalement, un travail collectif avec les agriculteurs sur leurs problématiques et sur la recherche collective de solutions, par exemple via la méthode Gerdal, pourrait être intéressante. En effet, pendant cette étude, j'ai souvent eu du mal à identifier leurs problématiques et à travers le focus sur l'élevage de chèvres laitières, j'avais parfois l'impression d'être à côté de leurs réels besoins. Donc ça serait important pour que les agriculteurs puissent s'exprimer et prendre réellement part au projet. Et aussi notamment pour y intégrer les femmes, si elles le souhaitent, dans la mesure où dans le cadre de ce diagnostic agraire, il a été difficile d'avoir des entretiens individuels avec les femmes. Merci beaucoup pour votre écoute. Ici, vous avez un petit aperçu de la bibliographie que vous pouvez retrouver dans le mémoire de fin d'études, si vous le souhaitez, pour compléter les informations que je viens de vous donner.